émission en direct, tous les mois, proposée par Icademy. Restez à l'écoute et bonne émission. Vous êtes bien sur le plateau des Mardis Live. Nous attendons vos réactions et vos questions directement dans le chat. Bonne émission. Bienvenue sur le plateau des Mardis Live. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. Vous pouvez réagir et poser vos questions à tout moment dans l'onglet chat lors du live. Les Mardis Live, c'est une émission en direct, tous les mois, proposée par Icademy. Restez à l'écoute et bonne émission. Vous êtes bien sur le plateau des Mardis Live. Nous attendons vos réactions et vos questions directement dans le chat. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce deuxième Mardi Live de la saison organisé par le groupe Icademy. Je suis Karine Echassou, responsable de Talentis Horizon, prestation RH du groupe Icademy, et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Christelle Defoucault, conférencière, formatrice et auteure sur les techniques de recherche d'emploi. Bonsoir Christelle. Bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Christelle? Très bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour échanger sur ce sujet de l'intégration qui est vraiment un sujet essentiel et un peu trop souvent oublié. En effet, nous allons aborder ce soir un sujet qui est parfois oublié, c'est vrai, comment réussir son intégration dans une entreprise, comment réussir sa période d'essai. Alors avant d'enchaîner évidemment sur notre sujet, je rappelle simplement que nous organisons effectivement ce live dans les strictes conditions sanitaires qui nous sont imposées. Nous sommes à distance évidemment avec Christelle et nous avons le plaisir d'avoir en coulisses Agathe Podo, notre community manager que vous suivez sur les réseaux sociaux, ainsi que Lorenzo, notre caméraman, notre chef de la technique, et également Nadia Benjamin qui fait partie de mon équipe Talentis Horizon et qui vit l'expérience du live ce soir. Bien sûr, vous allez pouvoir poser toutes vos questions au fil de l'eau ce soir. Nous allons y répondre avec grande joie avec Christelle. Ce live va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie en fonction effectivement de votre participation. Donc, on va se dire vraiment, Christelle, aujourd'hui, voilà, que ce sujet de réussir l'intégration en entreprise, c'est un sujet qu'on a quelque peu abordé quand même durant nos lives précédents, c'est-à-dire comment réussir ses entretiens d'embauche. Finalement, c'est un petit peu le même schéma, non ? Alors c'est un peu le même schéma, mais on l'oublie trop souvent. C'est vrai que c'est le même schéma parce que comme dans un entretien, il va y avoir la préparation avant, les premiers instants, la relation humaine, tout ce qui se passe pendant l'entretien, tout ce qui va se passer pendant cette période d'intégration. Et on est dans les mêmes mécanismes, bien que l'entretien soit sur un temps plus court. Mais ce sont exactement les mêmes mécanismes avec cette notion de au bout de la période, il y a quelque chose. Comme au bout de l'entretien, il y a un autre entretien ou une réponse positive. Au bout de la période d'intégration, que l'on soit en alternance, en stage, en poste, enfin pour un CDI ou un CDD, il va y avoir la possibilité d'un poste. Donc il y a quelque chose qui se joue au bout. Tout à fait, effectivement, il y a un enjeu. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder avec toi, Christelle, une statistique que j'ai trouvée sur les principales causes de rupture de contrat. Est-ce que tu savais, Christelle, que la fin de période d'essai est en fait la deuxième cause de rupture de contrat en France ? Eh bien, je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine et j'ai vu énormément de périodes d'essai qui ont été rompues, soit côté chercheur d'emploi, côté candidat, soit côté entreprise. Et ça me fait à chaque fois vraiment mal au cœur pour les personnes qui ont perdu leur temps, pour les entreprises qui vont perdre de l'argent. Et je me dis quel gâchis alors que ça pourrait se passer si bien.
Bien entendu, d'autant que c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour les entreprises de réaliser un onboarding, comme on appelle, c'est-à-dire une bonne intégration de ces nouveaux collaborateurs, parce que ça favorise sa marque employeur. Sans compter évidemment, comme tu l'évoquais Christelle, le coût financier que cela peut avoir d'un recrutement qui n'aboutit pas sur une collaboration définitive. Alors, on y va Christelle. Parlons effectivement des astuces que tu vas pouvoir donner à notre auditoire et merci d'être là. On va parler effectivement de l'avant-intégration. Il y a de nombreux conseils que tu peux nous donner. Par quoi veux-tu commencer Christelle? Alors si je devais donner des conseils, je pense qu'il y en aurait peut-être 4. Il va y avoir un premier conseil sur une certaine attitude de prudence à adopter. Un deuxième conseil sur la manière de se renseigner sur l'entreprise et les collaborateurs. Un troisième conseil sur ce qui nous manque, ce qu'on peut faire avant justement d'intégrer, parce qu'il y a souvent un laps de temps entre le moment où on sait qu'on va intégrer une entreprise et puis le jour de l'intégration, comment combler nos failles. Et je dirais peut-être la quatrième, une question de posture. Voilà, donc si je devais parler de attention, alors là vraiment je parle par expérience, faites extrêmement attention à partir du moment où on vous donne l'accord, que ce soit pour une alternance, que ce soit pour un stage, que ce soit pour un job, faites attention à ce moment-là. Parce que ça peut être un accord oral, ça peut être un accord verbal, ça peut être un mail un petit peu laconique. Attendez d'avoir le contrat, attendez même d'avoir mis un premier pied dans l'entreprise avant de dire non à tout le monde. Parce que j'ai vraiment très souvent le cas de personnes qui se disent « Super, j'ai le job de mes rêves, le stage de mes rêves, j'avais d'autres opportunités qui étaient en cours, j'avais d'autres réponses à donner, je dis non à tout le monde et puis en fait, mon stage ne se passe pas. » On a eu ce cas-là beaucoup pendant la période Covid, pendant la période confinement. Énormément d'alternances, d'emplois finalement n'ont pas abouti et j'ai eu en contact des personnes qui ont été très très échaudées par ça et très blessées. Donc là, moi, c'est mon petit conseil, pas pour les entreprises, mais en tout cas pour les chercheurs d'emploi, c'est avant de dire non aux autres, soyez bien sûr que votre oui est un vrai oui. Donc là, vraie prudence à ce niveau-là. Le deuxième point, tu le veux? Oui, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, je réfléchissais en même temps et je t'écoutais, je buvais tes paroles. Oui, effectivement, donc le deuxième conseil, c'est la préparation avant l'intégration. Hein. C'est vrai qu'on a préparé avant l'entretien d'embauche, on s'est renseigné sur l'entreprise et Dieu sait que ces informations que nous avons recueillies au préalable vont nous servir justement avant de pouvoir intégrer l'entreprise d'accueil. Donc, Christelle, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? C'est comme pour un entretien, je te rejoins complètement. Reprenez, essayez de retrouver des informations. Vous savez que vous allez intégrer l'entreprise. Encore une fois, on est dans le même modèle, hein, que ce soit un stage, une alternance ou un job. Vous savez que vous allez intégrer l'entreprise. Il vous reste un petit peu de temps. Ça vaut la peine de reprendre des renseignements sur le chiffre d'affaires, sur les clients, sur le marché, sur le positionnement, d'aller visiter le site internet pour appréhender ce milieu-là. Ça, c'est côté entreprise. Et puis, ça vaut la peine aussi de voir les gens qui la composent, vos futurs collègues, et de s'intéresser aux collaborateurs. Et là, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que LinkedIn pour aller taper les noms des personnes qui travaillent dans l'entreprise, rentrer en contact avec eux. Et puis, on peut tout à fait, une fois qu'on a eu le oui, on peut tout à fait dire bonjour, j'ai vu que nous étions connectés, enfin que nous étions sur LinkedIn, j'aimerais bien qu'on se connecte. Je vais démarrer mon alternance dans tel service, sur tel sujet, et on aura peut-être l'occasion de se croiser. Le faire si c'est un job également, parce que ça permet de se constituer avant même d'avoir mis un premier pas dans l'entreprise, un premier pied dans l'entreprise. Ça permet de se constituer un petit réseau, d'être pré-accueilli d'une certaine manière, et de voir aussi où on va mettre les pieds. Tout à fait. Et je rebondirais en disant que ça peut rassurer aussi parce que c'est toujours un petit peu stressant, c'est le premier jour, on n'est pas forcément totalement à l'aise, on est un petit peu stressé. Donc ça peut effectivement vous rassurer de savoir, d'avoir identifié des personnes avec qui vous allez pouvoir effectivement commencer des échanges. Donc voilà, surtout ne pas hésiter à se mettre dans une situation un peu confortable, même si ça reste toujours stressant un premier jour dans une entreprise. Donc effectivement, ce sont des conseils que je trouve très pertinents pour pouvoir vous mettre dans une bonne posture et dans un bon état d'esprit. Alors, avant justement d'aborder ce quatrième sujet que tu évoquais tout à l'heure, tu disais effectivement que c'était bien de revoir les missions du poste. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail? Oui, parce que ce qui se passe souvent, et ça c'est un mécanisme humain,
c'est qu'on est très content d'avoir été accepté dans le job, dans l'alternance. Et on se dit, bon, je démarre dans 15 jours, dans 3 semaines, je prends des vacances, je coupe tout. Et on démarre tout le jour de l'intégration. Et c'est un petit peu dommage parce que parfois on a oublié ce qui était demandé, on a oublié ce qui s'est passé dans l'entretien. Donc je conseille vraiment de vérifier de nouveau l'annonce. Si avec le contrat il y a une fiche de poste, vérifier les missions. Et puis se poser aussi les bonnes questions sur ce qui pêche. Je vous donne un exemple. Par exemple, on vous dit, il faut que dans le poste, vous allez devoir très bien parler anglais. Et puis, ça fait 2-3 ans que vous n'avez pas parlé anglais. Bon, ben, peut-être qu'il faut à ce moment-là se dire, tiens, j'ai des failles à ce niveau-là, je vais peut-être me remettre à écouter un petit peu d'anglais. Ou vous allez, vous rendez compte vous intégrez un service RH, il va vous falloir que vous vous occupiez justement de la paye. Il y a peut-être des notions qui vous manquent. Tout ce qui peut vous manquer, parce qu'on n'est pas à 100%, on ne remplit jamais 100% des prérequis. Tout ce qui peut vous manquer, ça peut être intéressant, même si vous prenez des vacances, de faire des petites révisions parce que quand on arrive quelque part en étant prêt, on est en situation beaucoup plus confortable. Tout à fait. Alors nous avons une première question d'une participante, de Claire, qui nous demande comment bien réussir son intégration en télétravail. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que nous allons évidemment aborder un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Christelle? Est-ce qu'on switch complètement notre On avait gardé la notion de télétravail. On s'était dit qu'on allait terminer par ça parce que c'est un vrai sujet. C'est mieux de le garder pour la fin parce que comme on va traiter d'un petit peu tout ce qui va constituer l'intégration, on va après pouvoir la téléporter en télétravail. Adapté. Mais je trouve que ce qu'on pourrait déjà dire par rapport à cette question qui est vraiment intéressante à l'heure et à l'ère d'aujourd'hui, c'est que sachez qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intégrées en télétravail. Des alternants, des stagiaires. Donc il ne faut surtout pas paniquer parce que les entreprises qui proposent ça, en général, sont assez bien équipées, sont assez bien formées et vous allez être accompagnés. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais là où c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas encore trouvé un job, je le redis parce qu'on avait dû le dire lors d'une autre émission, c'est que n'hésitez pas, grâce à ce télétravail et à cause de ce télétravail, à postuler même loin de chez vous, parce qu'il y a de nombreuses entreprises qui vont vous recruter parce qu'elles vous recrutent en télétravail. Donc ça ouvre le champ des possibles et il ne faut pas se dire que ça va fermer ou du moins freiner votre intégration. Ça va être une intégration différente, mais promis, on en parle à la fin. Tout à fait, Claire. Promis, on en reparle. Ne vous inquiétez pas, on a de nombreux conseils à vous donner sur ce sujet. Alors, je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à revoir les missions du poste, effectivement, donc identifier quels sont les sujets sur lesquels il va peut-être falloir travailler et réviser en amont. Je crois aussi que c'est peut-être important de se dire qu'il faut aussi se repositionner sur ce qu'on a comme acquis, comme compétences, qu'on va pouvoir mettre à disposition d'une manière immédiate dans l'entreprise. Encore une fois, pour vous mettre dans une situation de confiance et vous connaissez mon côté optimiste je vois toujours le verre à moitié plein comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas aussi évidemment par rapport aux missions qui vont vous être confiées à bien identifier celles que vous allez pouvoir mettre en application immédiatement dans l'entreprise parce qu'il y en a évidemment beaucoup. C'est ce pourquoi d'ailleurs que vous avez été recruté. On aborde donc le 4e point que tu évoquais Christelle, c'est la posture. Ça c'est vrai que c'est très très important, ça revient souvent. L'état d'esprit, donc quel est l'état d'esprit que nous devons adopter dans une phase d'intégration? Alors je vais peut-être surprendre beaucoup de gens, mais moi je conseille, si je devais donner un seul conseil, et c'est toujours le même, c'est accepter votre période d'incompétence. Et c'est très difficile de se dire ça, de se dire qu'on va être incompétent, mais il faut l'accepter. Je vois énormément de périodes d'essai qui sont arrêtées parce que les gens veulent trop tout de suite, les personnes veulent trop tout de suite être opérationnelles immédiatement. Et techniquement, c'est absolument impossible. Dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré une personne qui ait pu être opérationnelle tout de suite. Même si on a un long parcours, même si on a une expertise métier, on ne peut pas être opérationnel parce qu'on ne connaît pas l'environnement. On ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas ses codes, on ne connaît pas son vocabulaire, on ne connaît pas ses outils de travail, on ne connaît pas le nom des collègues, on ne sait pas où est la cantine, on ne sait pas où sont les toilettes, mais tout ça fait que l'on n'est pas opérationnel tout de suite. Et ça, il faut l'accepter, parce que sinon, on se met en grande souffrance.
Moi, j'ai eu des anecdotes, mais je peux en parler, de candidats quand j'étais dans l'outplacement. Donc, je les accompagnais vers l'emploi et je les accompagnais pendant toute la période d'essai. Et à chaque fois, je leur disais, acceptez votre période d'incompétence, etc. Mais il y a des personnes qui m'appelaient planquées dans les toilettes en me disant, Christelle, ça fait 2 jours, j'en peux plus, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas à la hauteur. Ou planquée, je me souviens, dans des archives, en train de chuchoter, je vais me sauver. Et il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui se sauvent. Et humainement, on peut le comprendre. Parce qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne comprend rien, alors qu'en fait, on connaît ce métier. Et c'est là où vraiment, si on devait se mentaliser, ça ne veut pas dire que j'arrive en position basse, ça ne veut pas dire que j'arrive en infériorité. J'arrive dans la bonne posture, puisqu'on m'a choisi et que je suis la bonne personne, mais j'accepte qu'il va me falloir du temps pour monter en compétence. Et là, petit aparté, s'il y avait des personnes qui sont dans les RH et qui seront amenées elles-mêmes à un moment à recruter, ça sera peut-être aussi votre job. Ça veut dire qu'en sens inverse, et là, je me tourne vers tous les employeurs et c'est vraiment un des sujets de la marque employeur, accepter que les personnes qui arrivent soient en incompétence. Ne leur donnez pas tout de suite des missions épouvantables, de standards, de trucs, des missions stressantes dès le début, parce qu'on a besoin, quand on arrive, on a besoin de comprendre l'environnement. Donc ça serait vraiment le premier conseil. Donc, je dirais dans les conseils, accepter sa période d'incompétence, mais ça veut dire aussi ne pas arriver en terrain conquis. Voilà, non pas la posture j'arrive et je vais vous apprendre, et avoir vraiment une posture d'écoute, d'écoute et un regard porté sur l'environnement. Et ça va nous permettre d'aborder la deuxième partie, sauf s'il y a des questions. Alors, il y a des questions effectivement et qui sont orientées sur la deuxième partie. Donc, on a une première question de Ada qui dit « Comment réagir si l'on voit des collègues qui ne paraissent pas épanouis dans leur poste ?» C'est une question très intéressante. Alors c'est là, ça aussi, Ada a raison de poser cette question, parce que quand on arrive quelque part, on va ressentir une ambiance. On va voir ce que disent les collaborateurs, les collègues, etc. Et là aussi, soyez très prudents. Parce que vous savez, vous avez toujours dans des services des gens qui râlent, des gens qui font la tête, qui ne sont pas contents parce que leur manager, parce que ceci, parce que cela, etc. Et si... juste en arrivant, vous rentrez dans la problématique de ces personnes, vous allez être entouré de négativité. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à ça, parce que ce n'est pas parce que des personnes n'ont pas l'air d'être bien que vous ne serez pas bien. Ce n'est pas parce que des personnes de votre service n'ont pas l'air d'être bien qu'il n'y a pas d'autres services où vous pourriez vous épanouir. Donc, ne généralisez pas. De la même manière que vous allez espérer que votre manager, que le patron de votre entreprise ne vous juge pas, ne jugez pas non plus. Faites votre propre expérience. Et ça, j'alerte parce que, bon, tu as dû en voir aussi souvent, Karine. Je suis d'accord. On voit un jeune stagiaire qui arrive, tout de suite, il est pris à partie par quelqu'un qui est là depuis longtemps et puis qui râle. Et puis, bon, le jeune stagiaire se dit, bon, moi aussi, je râle. Et puis, la personne qui râlait beaucoup reste dans l'entreprise et c'est celui qui vient d'arriver et qui râle au nom des autres qui va partir. Donc, attention aussi à ça. Bien sûr, et vérifier les informations aussi que l'on nous donne, bien entendu. Il y a toujours quelqu'un qui veut vous rallier à sa cause. Donc, voilà, bien prendre du recul. Tu l'évoquais, Christelle, c'est très, très important en termes de posture. Deuxième question de Omar qui rejoint ce que tu disais. Donc, que faire si nous ressentons une mauvaise ambiance dans l'équipe? Donc, tu y as effectivement un petit peu répondu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cela? Oui, alors, si vous sentez une mauvaise ambiance dans l'équipe, essayez de savoir aussi si c'est un mauvais accueil vous concernant ou si c'est une mauvaise ambiance globale. Voire après, on le voit, des personnes qui viennent de l'extérieur peuvent changer des ambiances. Parce que vous arrivez, vous n'avez pas d'historique, pas d'histoire. Vous arrivez, vous pouvez prendre de la hauteur de vue par rapport à ce qui se passe. Essayez de repérer pourquoi ça dysfonctionne et d'où ça vient. Et vous pouvez, à votre petit niveau de nouvel entrant, vous pouvez changer cette ambiance. Et ça, on l'a observé assez souvent. Donc surtout, ne vous dites pas, il y a une ambiance pourrie, je ne termine pas ma période d'essai, je m'en vais. On n'est pas là-dedans. Les fois où il faut se dire, c'est pourri, je m'en vais, c'est quand on est dans la maltraitance. Voilà, c'est si on est maltraité, parce que ça arrive aussi d'être maltraité par un manager qui n'a jamais entendu parler de marque employeur. Donc, il ne faut pas non plus tout accepter. Mais
les ambiances générales, faites attention. Voilà, faites attention. Et puis comme nous sommes tous différents, ce n'est pas parce que quelque chose est mal vécu par d'autres qu'il sera mal vécu par vous. Parce que vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même façon d'appréhender votre environnement. Pas la même personnalité. La personnalité. Tout à fait, bien sûr. Pas les mêmes qualités, bien entendu. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment un sujet qui est dans les questions qui est important de mettre en exergue parce que quand on arrive, comme on veut aussi se faire aimer et accepter par les autres, on prend tout et on prend aussi leurs problématiques. Et c'est là où c'est difficile d'essayer de garder un peu de distance. Leurs problématiques et leurs combats ne sont pas les vôtres. Parce que vous, votre combat, c'est d'arriver au bout de cette période d'essai, que ce soit en alternance ou que ce soit pour un emploi. Eux, leur combat, il est peut-être ailleurs, il est peut-être sur la cantine, sur le management et tout, mais eux sont au chaud. Et vous, vous n'êtes pas encore au chaud. Donc, il faut laisser il faut laisser aux autres les combats qui ne sont pas les vôtres pour le moment. Votre premier combat, c'est d'arriver au bout de cette période. Tout à fait. Alors, nous avons une question de Nathalie qui revient sur ce que tu disais en première partie, sur le avant, par rapport effectivement à l'identification des lacunes que l'on pourrait avoir, lors d'une prise de fonction. Nathalie nous dit, mais n'est-ce pas l'employeur qui veut que l'on soit opérationnel tout de suite ? Si, c'est pour ça que moi je me bats là-dessus et c'est pour ça que j'interviens aussi beaucoup sur ces sujets de marque employeur, mais vous allez le voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, on le dit, on le répète, on dit aux entreprises, arrêtez de demander aux nouveaux arrivants et arrivés, arrêtez de leur demander d'être opérationnels tout de suite. Donc il y a des messages qui sont passés, hélas, ils ne sont pas toujours entendus. À croire que certains RH ou certains managers ne sont pas sur les réseaux et ne les voient pas, parce que vraiment on alerte sur ces sujets. Alors si vous sentez ça, si vous sentez qu'on vous demande trop de choses sans en avoir les moyens, il y a toujours la possibilité, d'abord il faut savoir qui nous le demande. Est-ce que c'est notre maître de stage? Est-ce que c'est notre manager quand on est en emploi? Et faire savoir qu'il y a un souci. C'est-à-dire que ne pas rentrer dans la spirale de « on me demande des choses que je suis incapable de faire, donc je suis en incompétence et c'est de plus en plus difficile et je suis mal tous les matins, j'ai la boule au ventre ». Il y en a des gens qui font leur période d'essai avec la boule au ventre, etc. Là, il faut tout de suite couper court et demander un entretien, demander à avoir des moyens, essayer d'échanger. Parce que ce que j'observe aussi, c'est des personnes qui vont accepter, tenter, être dans la souffrance et qui finalement vont choisir la fuite, avant même d'en avoir peut-être discuté, d'avoir alerté. Et je crois aussi, et là je parle effectivement en tant qu'employeur ou recruteur, évidemment, Nathalie, n'hésitez pas à faire des feedbacks en fait. C'est-à-dire que durant votre période d'intégration, durant votre période d'essai, vous avez le droit d'aller voir votre manager, votre N+1 ou votre responsable de stage si vous êtes en alternance et faire des feedbacks sur ce que vous avez appris, donc valoriser ce que vous savez faire et expliquer ce sur quoi vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'accompagnement. Il n'y a aucun mal à expliquer que peut-être qu'un sujet a été peut-être un petit peu moins compris, que vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires pour être opérationnel. Ça montre quelque part votre motivation. Et à mon sens, un employeur ne peut être que réceptif à ce type de comportement. Par contre, si vous attendez effectivement la fin de période d'essai pour dire c'est trop tard, en fait, je n'ai pas réussi, là par contre c'est problématique. Donc n'hésitez pas à déclencher l'échange avec votre manager et effectivement faire du feedback. Ça, c'est très important, je pense aussi. Et on pourrait rajouter une chose aussi, Karine, quand je disais essayez de vous former, c'est vraiment par rapport à des sujets qui ont été abordés en entretien. On n'a jamais tous 100% des prérequis. Donc, en entretien, vous avez bien vu que l'anglais allait être important. Bon, essayez pendant 15 jours, 3 semaines que l'anglais redevienne un mécanisme. Vous avez bien noté qu'un sujet serait important parce que c'est dans la fiche de poste et parce que c'est évoqué dans l'entretien. À ce moment-là, même si votre hiérarchie ne va pas vous le demander tout de suite, il faut que vous vous sentiez à l'aise par rapport à vos failles. Ça peut être aussi quand on vient dans un secteur qu'on ne connaît pas bien. On peut très bien se dire, on a des compétences transférables, mais on peut très bien se dire, je vais quand même faire une petite étude de marché, essayer de me renseigner sur ce secteur pour arriver moins perdu.
parce qu'on est déjà hyper perdu quand on débarque quelque part. On parlait de la cantine, des toilettes, où est-ce qu'on va manger, mon bureau, les codes d'accès, le vocabulaire utilisé par les gens, les relations entre les gens. Donc on est déjà perdu par beaucoup de choses. Et si on peut soi-même faire en sorte d'être un peu plus fort, plus on va être compétent et plus on maîtrise l'environnement et plus on maîtrise nos capacités, plus c'est facile en fait de mettre un pied quelque part. Oui, puis j'ai envie de rajouter aussi que rien ne nous empêche, en tant que nouveaux salariés, de s'organiser un plan d'action. C'est-à-dire, on identifie sur la première semaine les informations que l'on a durant justement le parcours de formation et se fixer des objectifs et de faire un feedback encore une fois à son manager en expliquant voilà ce que j'ai fait pour être à niveau, pour être effectivement compétent et expliquer tout ce qu'on a pu acquérir durant notre période d'essai. Je pense aussi qu'on a en tous les cas, moi, en tant que recruteur, en tant qu'employeur, ça me rassure si un collaborateur se positionne de cette manière-là. Je trouverai ça très professionnel de sa part et ça démontrera son implication durant la période d'intégration. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. On a Maïva qui nous demande comment savoir faire bonne impression, ne pas en faire trop. Alors, c'est le fameux curseur, tu sais, Christelle, dont on parlait ça va être la deuxième partie, du coup, ça va être notre intro. Voilà, donc ça fait la deuxième, ça fait l'intro, pardon, pour la deuxième partie sur, voilà, donc... Alors, justement, donc dans toute la première partie, on était en amont sur tout ce qui était préparation. Et puis après, on a la bonne posture. Donc, on a finalement, on s'est bien renseigné sur l'entreprise, sur les gens qui vont nous accompagner. On a amélioré nos compétences. On a la posture d'accepter quand même d'être en incompétence et d'avoir un petit peu de recul. Et la bonne posture quand on arrive... Un des conseils, là aussi, vraiment par expérience, c'est en effet de ne pas en faire trop. Je pense que vous avez tous connu la personne qui arrive et qui va vous apprendre la vie. Et qui vous dit « Oh, mais nous, dans mon ancienne boîte, on faisait comme ça, machin, etc. » C'est juste horrible. Et le nouvel arrivé, on le déteste tous dans ces cas-là. Donc, attention à ça, ne pas être dans ce « j'arrive et je vais vous expliquer ». Pas non plus trop introverti, hyper timide et on se dit mais ce collaborateur, qu'est-ce qu'il va nous apporter? C'est réussir à trouver un juste milieu. Et on en parlait avant l'émission avec Karine sur les personnes qui sont plutôt volubiles, qui ont le contact facile. Il va falloir qu'elles freinent un tout petit peu par rapport à ça. Ne pas aller taper dans l'épaule, bon maintenant c'est un peu difficile, mais ne pas vouloir créer des amitiés immédiatement avec tout le monde. Et puis les personnes qui sont un peu introverties, elles aussi vont devoir l'être un petit peu moins. Donc chacun va se rapprocher pour trouver un juste milieu. Mais moi, je me souviens de quelqu'un qui venait des États-Unis que j'accompagnais et qui avait complètement raté sa période d'intégration parce que dès le premier jour, il est allé embrasser tout le monde, taper dans le dos, il s'est mis à tutoyer les gens. Or, ce n'était pas dans les codes de cette boîte-là, personne ne se tutoyait. Et ils se sont dit, mais c'est un malade, alors qu'il était vraiment très compétent. Et très vite, il a su, alors il m'a dit, il y a un problème, je ne suis pas acceptée, etc. On a essayé de savoir d'où ça venait. Et en fait, il avait été beaucoup trop cool, beaucoup trop en terrain conquis. C'est vrai que par rapport effectivement à la posture à adopter, hein, on en parlait évidemment, donc tu évoquais en coulisses sur le fait de se fondre dans le décor. Alors, quelque part, voilà, il faut s'adapter au code de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour se fondre dans le décor quand on arrive chez notre nouvel employeur? Alors déjà, tu l'as dit, s'adapter au code de l'entreprise, c'est tout simplement s'adapter au code vestimentaire, en premier lieu. Et ça, c'est violent, je sais, pour certains. Mais je leur dis à chaque fois, adopter une tenue neutre et qui correspond au cadre de l'entreprise, juste le temps de la période d'essai. Et ensuite, vous récupérerez votre identité, mais une fois que vous aurez fait vos preuves. C'est-à-dire que si vous vous dites, dès le début, c'est comme en entretien finalement, c'est pour ça que c'est très très proche comme mécanisme. Si vous vous dites, mais moi je suis un super professionnel, je viens habiller comme je veux et ma tenue c'est celle-ci, mais que quand vous arrivez, personne ne vous connaît, personne ne vous a vu agir en tant que professionnel, par contre ils voient tout de suite votre tenue qui peut les déranger, vous ne réussirez pas votre intégration. Donc déjà, le côté vestimentaire va avoir son importance. Et les premiers gestes. Alors là aussi, on est dans la difficulté des premiers gestes, mais être souriant, être tourné vers l'autre, aller dire bonjour le matin, voilà, tous ces gestes. N'attendez pas nécessairement que les personnes viennent à vous.
parce qu'elles sont déjà, elles, dans leur cadre de travail, elles n'ont pas nécessairement de temps, mais vous pouvez y aller. Vraiment, voilà, soyez dans l'ouverture, alors sans aller taper sur le dos de tout le monde et tutoyer dans un premier temps, mais voilà, soyez dans cette ouverture-là, avec la bonne tenue et la bonne posture. La bonne posture, je dirais aussi, Karine, c'est une posture d'écoute. D'écoute et d'analyse. Et donc, moi, le petit secret d'intégration, je sais que c'est tout bête comme petit secret, mais c'est d'avoir un petit bloc-notes, un crayon et de tout le temps noter. N'hésitez pas à poser des questions. Et ça, c'est très dur parce qu'il y a des personnes qui sont très compétentes dans leur métier et elles arrivent et elles disent « mais non, je ne vais pas poser cette question, je vais avoir l'air de quoi ?» Les jeunes, pareil, en alternance, ils se disent « mais déjà que je suis jeune et que j'ai peu d'expérience, si je pose cette question, je vais avoir vraiment l'air de quoi ?» Non, au contraire. Au début, posez des questions. Intéressez-vous. Par contre, notez les réponses. Ce qui est embêtant, ce n'est pas de poser les questions, c'est de reposer les questions. C'est-à-dire que si vous posez une question une fois, écoutez, ça va. Par contre, si vous la posez 2 fois, 3 fois, là, il va y avoir un problème. Donc, en gros, l'idée, c'est poser autant de questions que vous voulez, mais une seule fois. Et notez bien les réponses. Et qu'est-ce que ça implique, Karine? Ça implique que le soir, en rentrant, vous allez avoir du travail. Parce qu'il n'est pas certain que vous allez pouvoir, durant votre journée, lire les réponses. Par contre, le soir, essayez de bien comprendre. Vous aviez tel problème, tel blocage, qu'est-ce qu'un tel vous a répondu? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle est l'autre question que vous pouvez poser demain? Quel est le point qui n'est pas clair? Et ça nécessite, et je le dis surtout aux jeunes, parce que souvent ils sont en stage, ils sont en alternance, et puis à 17h, 18h, c'est terminé. Ils se disent « yes, c'est terminé, et puis je reviens demain ». Et en fait, non, ce n'est pas terminé. Il y a un petit moment qui est un moment d'apprentissage où on fait le point de sa journée et on se dit où est-ce que j'ai péché, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris, et où on va essayer de trouver de l'information soi-même. C'est vrai que ça me fait penser, effectivement, nous avons intégré récemment un certain nombre d'apprentis au sein de notre structure et il y a énormément d'informations qui leur arrivent. Et je pense que c'est le lot de tous quand on arrive dans une entreprise, un nouveau poste, on a beaucoup d'informations, beaucoup de mails qui nous arrivent de part et d'autre. Et c'est vrai que si on ne prend pas le temps de gérer cette information, on peut passer à côté de process qui peuvent être très importants et ça pourrait nous être reproché. Donc effectivement, la gestion de l'information aussi lorsqu'on est en période d'intégration, c'est très important et ne pas hésiter à expliquer, enfin en tous les cas à demander vraiment le sens de l'information qui nous est donnée. Un mail qui vous arrive, il faut en faire quelque chose. C'est-à-dire que si on vous adresse un mail sur un process ou sur une organisation spécifique dans l'entreprise, c'est que vous devez l'intégrer et vous devez comprendre à quoi ça sert. Donc posez-vous toujours la question de à quoi me sert cette information et comment je vais l'utiliser dans mon travail. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident lorsqu'on arrive, donc ne pas hésiter à les classer et à y revenir, comme tu l'évoquais, Christelle, durant sa période d'intégration. On peut revenir sur un point, ce qui est plus embêtant, parce que moi j'ai eu le cas aussi, je me souviens d'alternants qui étaient envoyés, d'un alternant envoyé dans une entreprise et au bout d'un moment son maître de stage nous contacte et nous dit non mais il est lourd, il est hyper lourd. Mais pourquoi? Parce qu'il posait tout le temps les mêmes questions. Mais évidemment, il ne prenait pas de notes. Je lui ai dit, écoutez, soit vous ne prenez pas de notes parce que vous avez une bonne mémoire, mais ne reposez pas la même question le lendemain. Parce que ça donne vraiment l'impression que vous posez une question pour poser une question, que vous ne l'avez pas intégrée. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, mais quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, acceptez cette incompétence. N'hésitez pas à poser des questions, mais ne les répétez pas. Voilà, une fois que vous l'avez posé, essayez de comprendre ce que ça implique et de revenir sur un sujet, mais pas sur la globalité du sujet. Revenir sur un sujet le lendemain. Parfois, on pose une question, on nous donne une réponse et puis même le soir, on ne comprend pas la réponse. À ce moment-là, ce qui est pas mal, c'est d'aller poser la question à quelqu'un d'autre. Une autre personne. Voilà, là, il n'y aura pas, elle pose 2 fois la même question. Mais à quelqu'un d'autre qui peut-être aura une explication plus claire. Et ça aussi, j'alerte par rapport à des maîtres de stage. Il y a parfois, et on n'a pas de chance, des maîtres de stage qui sont très gentils mais qui ne sont pas clairs dans leurs réponses. Donc, essayez de trouver un ami dans votre environnement professionnel qui peut, alors sans lui dire que votre maître de stage n'est pas clair, voilà, mais un ami qui pourrait vous aider à ce niveau-là pour que votre environnement se clarifie. Plus votre environnement va se clarifier rapidement,
plus vous allez être compétent dans le métier pour lequel vous avez été recruté. Tout à fait. Alors, on a une question de Tanguy qui nous dit « Que pensez-vous des MOOC ou autres outils pour se former pendant l'intégration ?» Alors, je ne sais pas s'il parle des MOOC internes ou externes. Est-ce que Tanguy peut nous préciser peut-être sa question pour qu'on puisse être sûr de bien y répondre? Alors, je dirais à Tanguy, si c'est en tout cas avant le premier pas dans l'entreprise, si vous avez 15 jours, 3 semaines, mangez du MOOC absolument parce que, donc je rappelle, ce sont des formations en distanciel, des formations qu'on trouve sur Internet, etc., qui peuvent être payantes, qui peuvent être gratuites et qui peuvent vous aider à vous former. Donc déjà, avant, faites-le. Par contre, pendant l'intégration, faites un petit peu attention. C'est-à-dire que c'est peut-être à faire chez vous le soir. Ou alors peut-être que votre maître de stage ou votre manager va vous dire tu as 2 heures tous les jours pour te former à ça, à tel logiciel. Mais validez bien par contre avec celui qui vous manage dans quel cadre vous pouvez suivre une formation. Parce que voilà, il faut quand même l'autorisation, enfin l'autorisation, puis savoir comment ça se passe aussi. Toutes les entreprises ne sont pas non plus hyper claires par rapport à un processus de formation et d'intégration. Bon, là, visiblement, Tanguy parlait de MOOC externe sur... voilà, enfin, tu as répondu à sa question par rapport au MOOC interne. Donc, bien valider que ça fait partie du temps de formation et du temps d'intégration dans l'entreprise. Et si c'est externe, donc le conseil, c'est plutôt de le faire en dehors de son temps de travail pour pouvoir effectivement continuer à se former. Ok, alors on enchaîne avec la question de Ada. Comment agir si nous avons des collègues qui mettent la pression pour être productifs le plus vite possible? Ada revient avec ces questions-là, donc on sent le vécu. Oui, on sent le vécu. Alors, là encore, on est dans cette fameuse zone d'inconfort où pourtant vous êtes bien mentalisé en disant « moi j'accepte d'être en incompétence », mais apparemment en face, il n'a pas compris que je suis en incompétence. Donc, si ce sont des collègues et ce ne sont pas des managers, moi je conseille de demander un rendez-vous rapidement. C'est-à-dire ne pas rentrer en conflit avec des collègues en disant « mais ça je ne sais pas », ou parfois ils nous donnent quelque chose, parce que ça aussi, c'est dans les entreprises, on le voit souvent, le petit nouveau arrive, le petit nouveau stagiaire, « tiens, je te donne ça, tiens, je te donne ça », et il se retrouve à faire plus que son travail de stagiaire, mais surtout sans être vraiment formé ou informé. Et ne vous laissez pas envahir par ça, parce que souvent on a envie de faire plaisir, on a envie de plaire, on a envie d'être aimé, mais on se met en très grosse incompétence. Donc si c'est demandé par des collègues et qu'on n'est pas en mesure de le faire, moi je demanderai un rendez-vous avec le manager pour vraiment fixer le cadre de la mission. Le cadre de ma mission et de mon positionnement par rapport aux autres. Ça, c'est surtout valable en stage, parce que quand le stagiaire arrive dans un service, c'est du pain béni pour l'ensemble du service. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Alors, à contrario, et tu me connais, Christelle, à chaque fois, j'aime bien aller à contre-pied. Oui, ou alors à contre-pied de ce que tu dis. Moi, je dirais aussi ce que j'apprécie en tant qu'employeur, quand j'intègre une nouvelle personne, c'est sa capacité de curiosité à aller chercher l'information aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation, effectivement, où une personne, finalement, de votre service vous teste sur votre capacité, n'hésitez pas aussi à aller chercher l'information, à trouver des moyens. Bien sûr, aller voir son manager aussi si c'est trop compliqué. Mais voilà, faire preuve de curiosité durant sa période d'intégration, c'est aussi une qualité qui est recherchée parce que c'est vrai que parfois, vous le savez, l'entreprise, ça va vite, on n'a pas toujours le temps. Donc, savoir trouver l'information par soi-même, c'est quelque chose qui est très apprécié. Alors, je te rejoins, mais je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est en effet trouver l'information par soi-même. Alors ça, la curiosité, c'est comme dans un entretien d'ailleurs, ça va avec la motivation. C'est aussi faire preuve de motivation. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce qui était demandé, c'est quand on vous demande quelque chose qui sort peut-être du cadre de vos missions. C'est-à-dire, c'est pour ça que lors de l'intégration, il est aussi vraiment essentiel que vous connaissiez bien le cadre de votre mission, que vous soyez en stage ou en poste, pour savoir si c'est normal qu'à un moment, quelqu'un vous demande un truc infaisable. Et si vous avez à le faire, à être curieux ou pas, ou si vous n'avez pas à le faire. Sachez-le parce que ça va éviter les conflits. Il peut y avoir très rapidement des conflits parce qu'on a refusé de faire quelque chose, ou au contraire parce qu'on est en soumission totale et on devient, entre guillemets, l'homme à tout faire ou la femme à tout faire de tout le service. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de connaître le cadre des missions. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question d'Hélène à laquelle, que je n'ai pas citée encore parce qu'elle concerne plutôt des sujets de live précédents. La question d'Hélène est comment se faire embaucher si nous n'avons pas toutes les compétences requises. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, Hélène, qu'on va vous envoyer les liens vers les anciens
anciens lives que nous avons fait avec Christelle sur effectivement comment se préparer un entretien d'embauche, comment faire un CV pour justement capitaliser sur les compétences que l'on a par rapport aux offres auxquelles nous répondons. Est-ce que tu veux juste rajouter un petit mot, Christelle? Oui, je rajouterai en disant à Hélène, même si vous n'avez pas toutes les compétences, alors sachez-le, hein, sachez que, je ne sais pas si on l'a dit lors d'un des précédents lives, mais 80% des hommes, quand ils ont 80% des prérequis, non, attendez, c'est les hommes, quand ils ont 50% des prérequis d'une annonce, ils postulent. Et nous, les femmes, nous attendons d'avoir 80, voire 90% de tout ce qui est demandé pour postuler, à compétences égales. Donc, ça veut dire que même si vous pensez que vous n'avez pas les compétences, postulez. Mais raisonnez compétences transférables, c'est-à-dire regardez ce qui est demandé dans l'offre, dans l'annonce et dans l'offre, et voyez-vous ce que vous savez faire. Et il y a vraiment parfois des similitudes et on peut vraiment transférer des compétences et c'est là où il faut adapter le CV. Mais ça ne m'étonne pas que ce soit une femme qui ait posé la question, parce que nous les femmes, si on pouvait attendre même d'avoir 100% des compétences, ça serait encore mieux pour nous. Donc faites-vous confiance, Hélène, et voilà, on vous enverra les liens vers les lives précédents pour que vous puissiez voilà, trouver d'autres réponses complémentaires. Alors Marion nous pose une question, donc on revient sur l'intégration. Comment faire? Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Comment fait-on si on a des collègues qui nous demandent rapidement en ami sur les réseaux sociaux? Et on n'a pas forcément toujours envie de dévoiler sa vie privée dans l'immédiat. Donc qu'est-ce que tu conseilles, Christelle, dans ce cas-là? Alors je dirais que pendant cette période, évitez les réseaux sociaux perso. Donc, s'ils vous demandent en ami, entre guillemets, en relation sur un réseau professionnel type LinkedIn, bien entendu, vous les acceptez. Et d'ailleurs, on va le voir après, moi je vous conseille même de demander vos collègues sur LinkedIn. Par contre, si c'est sur Facebook, Instagram, voilà, évitez, parce que vous n'êtes pas encore amis, parce que votre période d'essai n'est pas encore terminée, parce qu'on a parlé en entretien de photos parfois qui peuvent être compromettantes, qui sont liées à votre vie privée, qui ne concernent que vous. Et moi, j'irais même plus loin que ça, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, c'est ça ne dure pas très longtemps, une période d'essai, une période d'intégration. Pendant cette période, mentalisez-vous vraiment pour être dans un cadre professionnel, que ce soit pendant la journée, que ce soit le soir après chez vous, mettez le paquet. C'est tellement difficile d'avoir des entretiens, c'est tellement difficile d'obtenir un job ou une alternance, mettez le paquet. Et ne soyez pas, enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je dirais qu'il faut un peu éviter les réseaux personnels pendant une période d'essai. Alors là, par contre, je pars vraiment en connaissance de cause. De la même manière que j'ai vu des personnes en shortlist finale être refusées à cause de photos publiées sur les réseaux, je l'ai vu aussi pendant des périodes d'essai. Bien sûr, bien sûr. Et avec des conséquences assez graves. Donc, vraiment évitez. Évitez et n'acceptez personne en ami sur Facebook ou sur Instagram pendant cette période. Alors, j'anticipe peut-être sur une question potentielle d'un auditeur, mais si par exemple un collègue nous invite sur un réseau social et qu'il nous dit le lendemain, tu ne m'as pas accepté sur Facebook ou sur Instagram? Alors là, j'ai une question, parce que ça m'est arrivé, on m'a souvent dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas ni sur Instagram, ni sur Facebook. Vous dites, ce qui compte pour moi, c'est le job actuellement. Je me concentre sur mon projet professionnel. Je n'ai pas le temps à l'heure actuelle d'aller sur les réseaux personnels. Je le ferai une fois que ma période d'essai sera terminée, une fois que j'aurai un peu plus de temps. Donc, ne m'en veux pas, je n'y vais pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas y être. Parce que le problème, évidemment, c'est que si on voit que vous êtes actif sur Facebook et que vous n'acceptez pas une invitation, vous allez vexer la personne. Alors que si vous n'êtes pas actif, vous n'êtes pas actif. Parce que vous privilégiez votre poste, votre stage, l'entreprise, et vous êtes en train de monter en compétences. Et d'ailleurs, cette période-là, pour ceux qui l'ont vécu, c'est une période qui est très fatigante intellectuellement, physiquement. Voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux concentrer son énergie sur ce qui est professionnel. D'accord. Très bien, merci Christelle. Alors on continue avec les questions. Mariam qui nous demande comment faire lorsque nous sommes étrangers et que nous avons du mal à tout comprendre car nous apprenons le français en même temps. Alors là, c'est vrai que c'est assez injuste parce que on va reprocher à quelqu'un de faire des fautes, de ne pas tout comprendre et tout, alors que quelque part il est encore meilleur que nous puisqu'il parle une autre langue que nous. Vrai. Peut-être le rappeler à chaque fois en disant
Est-ce que tu peux parler plus doucement? Tu sais que je suis en train d'apprendre le français. Est-ce que, voilà, pouvez-vous répéter? J'apprends chaque jour, mais il y a certains mots qui restent difficiles. Et puis ne pas hésiter à dire, je pense que ça doit être pareil pour vous en anglais. Ce que vous ressentez en anglais, je le ressens en français. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est aussi un vrai sujet, c'est l'acceptation des autres. Et c'est là où vous allez devoir redoubler d'efforts avec des prises de notes. N'hésitez pas aussi à, pourquoi pas, enregistrer si c'est autorisé, hein, à un moment, enregistrer une réunion pour pouvoir revenir dessus. Et avoir la bonne posture. Là, vous serez peut-être un peu plus obligé d'être en retrait et dans l'écoute, plutôt que de monopoliser la parole ou de poser beaucoup de questions alors que les autres ne vont pas vous comprendre et peuvent même vous prendre un peu en grippe. Donc voilà, c'est difficile. C'est difficile, mais en tout cas, c'est tout à votre honneur parce que c'est très bien de démarrer un job ou un stage ou une alternance quand on n'est pas dans sa propre langue. Tout à fait. Ada qui nous dit comment agir face à des collègues qui ne montrent pas l'envie de nous former correctement. J'espère, Ada, que vous n'êtes plus dans cette entreprise. Ada, c'est la 3e question qui laisse supposer que vous avez vécu une mauvaise expérience. Encore une fois, ce qui est bien, c'est que le cadre soit bien fixé. Ce n'est peut-être pas à vos collègues de vous former. Sauf si c'est défini dès le départ. Sauf si c'est défini dès le départ. Donc, si c'est défini dès le départ et que votre collègue ne le fait pas, plutôt que rentrer en conflit avec lui, que être là à le supplier. Moi, j'ai vu aussi ça, hein, par exemple, des stagiaires passer leur journée à essayer d'attraper la personne pouvant les former. Et ça nous met dans une posture qui n'est pas du tout agréable. Donc là aussi, le manager, faire un point en disant voilà, mais en étant toujours très positif, toujours très, voilà, voulant trouver des solutions, en disant voilà, j'ai cru comprendre que c'était un tel qui devait me former. Je pense qu'il est très occupé à l'heure actuelle, il n'a pas de temps. Est-ce que vous pourriez me donner un autre nom ou me mettre entre les mains d'une autre personne qui a un peu plus de disponibilité, voilà. Mais ne laissez pas la situation s'installer. Ça peut être... Parfois, c'est de la malveillance, hein, on l'a vu, hein, des collègues. Alors là, je suis désolée, Karine, c'est le verre un peu à moitié vide, mais il peut y avoir des collègues malveillants qui vont faire en sorte, parce que vous prenez la place de quelqu'un qu'ils apprécient, qui vont faire en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues et de ne pas vous donner les bonnes informations, etc. Et plutôt que rester dans un mal-être, moi je pense qu'il faut tout de suite faire un point avec sa hiérarchie. En fait, c'est plus vous allez réussir votre arrivée, vos premiers instants, plus vous allez mettre en place ce qui va définir ensuite votre positionnement, plus ce sera facile. Plus vous allez laisser s'installer des dysfonctionnements, plus vous allez être en difficulté, en souffrance, et vous risquez de faire partie de ceux qui se sauvent. D'accord. J'espère, Ada, que nous avons pu répondre à vos questions et que vous trouverez, ou en tous les cas, que vous êtes dans une entreprise bienveillante. Je vous le souhaite. Corinne qui nous pose une question très intéressante, et là, on va un petit peu parler effectivement des intergénérations lorsqu'on intègre une structure. Comment agir quand on a 20 ans de plus que la moyenne d'âge de l'équipe ? Alors, c'est un sujet que je connais bien parce que ça m'est arrivé d'avoir 20 ans de plus, mais j'ai aussi eu 20 ans de moins. Là, l'idée n'est pas de se transformer en Jones, mais on doit redoubler d'efforts. C'est-à-dire que si on arrive en posture haute, avec je sais, en étant assez bloqué par rapport à ce que nous disent les autres, etc., en position de fermeture ou même de fermeté. Vous savez, avec j'ai de l'expérience, donc je vais t'expliquer. C'est toujours très malvenu. Et c'est là où la position de retrait, d'écoute, de demande de conseil va faciliter l'intégration d'un senior. Et puis ne pas hésiter à se positionner en tant que senior. Moi, je joue beaucoup là-dessus. À chaque fois, je dis j'ai 56 ans et pourtant je suis sur les réseaux sociaux. Et voilà, une vieille comme moi sur un réseau social, ça va réconforter tout le monde par rapport à un réseau social. Voilà, ne pas avoir honte de ce qu'on est, mais faire attention parce qu'on peut être managé par quelqu'un qui a 20 ans de moins. Et il faut adopter la bonne posture parce que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience que l'on doit...
se positionner en hauteur par rapport aux personnes qui vont faire partie de notre vie professionnelle et faire partie du service. Donc c'est très délicat, hein, pour les seniors, c'est très délicat quand ils arrivent quelque part et qu'ils sont entourés de jeunes. Et il faut faire preuve, mais les seniors, on sait le faire, de beaucoup d'adaptabilité. Pareil, la tenue. Il ne faut pas arriver comme une mamie. Si on a des jeunes de 20 ans qui sont en basket, on ne vient pas avec des talons aiguilles. Voilà, ne serait-ce que ça. Par contre, nos talons aiguilles, une fois qu'on a été accepté, une fois qu'on a montré qui on était et que nous, on a envie d'être en talons aiguilles, on vient en talons aiguilles, mais pas au début. D'accord. Merci Christelle. On poursuit avec la question de Camille. Alors, je la trouve très intéressante. On va l'évoquer de toute façon sur justement la bonne posture. C'est par rapport aux horaires. Doit-on faire des heures supplémentaires durant notre période d'essai pour bien paraître aux yeux de notre responsable? Tu as sûrement un avis. Alors, je vais me faire détester. Ouais, je pense qu'on aura le même, on va voir. Je vais me faire détester. Je vais vous dire oui. Eh oui. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite dans une école avec des jeunes qui rentraient en alternance et qui voulaient transformer leur alternance en emploi. Et donc, je leur donnais tous les conseils pour transformer l'alternance en emploi. Et un des conseils était celui-ci, c'était de dire à 17 h, vous ne partez pas tous. Et là, ils me regardent ahuris et à 17 h, ils partaient tous. Et ils me disent, mais si vous croyez qu'on va faire des heures sup, on n'est déjà pas bien payé quand on est stagiaire, on fait, qu'est-ce qu'il m'avait dit, on fait déjà des jobs, on est en alternance, mais finalement c'est comme si on avait un vrai job, donc on ne va pas en plus rester tard comme si on était manager. Et j'avais envie de leur dire, oui. Alors ça ne veut pas dire rester tard pour rester tard, mais si vous avez une mission, un dossier en cours qui n'est pas terminé, que vous voyez que vos collègues restent, qu'il y a une urgence, que votre manager, ça pourrait l'aider, moi je conseille de rester. Je conseille de rester parce qu'encore une fois, c'est tellement difficile de passer des entretiens, c'est tellement difficile d'être accepté quelque part. Si pendant 6 semaines, on nous demande de faire des efforts, mais même 3 mois, je pense que ça vaut la peine de faire ces efforts. Et en termes de, là tu me confirmeras, je pense Karine, mais pour un manager qui voit toute une équipe rester et son stagiaire ou son alternant partir parce que l'heure c'est l'heure, il y a un moment où on se dit est-ce qu'il va être motivé. Par contre, celui qui prend la peine de rester pour aider, à mon avis, se positionne mieux et différemment. Mais je vous assure que les jeunes avaient été tellement ahuris quand je leur avais dit ça, et je ne suis même pas certaine de les avoir convaincus que, voilà, je vous donne mon propre avis. Voilà, moi, ce que j'ai ressenti quand je manageais, et quand j'avais notamment des stagiaires, et ce que d'autres personnes, parce que j'essaye souvent d'interroger des maîtres de stage, notamment, et ça ressort beaucoup, cette notion d'horaire. Ou alors ceux qui arrivent en retard. À peine réveillés parce qu'ils ont fait la fête, etc. Donc, et là, ça aussi, c'est très mal vécu. Donc, les horaires, je pense, sont essentiels. Et investir dans des heures supplémentaires, je pense que ça vaut la peine. Si l'entreprise nous plaît, si le poste nous plaît. Et ça aussi, ça m'avait été répondu, je me souviens, par une jeune fille qui m'avait dit, mais moi, je n'ai pas envie d'en faire plus parce que je n'adhère pas avec cette entreprise, je ne me reconnais pas dans cette entreprise, je ne me reconnais pas dans ses valeurs. Donc, elle voulait terminer son alternance et ne pas aller plus loin. Donc, dans ces cas-là, oui, elle avait raison. Mais pour ceux qui avaient envie de rester, je pense qu'il faut mieux faire un petit effort. Oui, et puis c'est vrai, Christelle, on l'a un petit peu évoqué, mais clairement, alors là, je m'adresse évidemment, pourquoi pas à ceux qui recherchent particulièrement une alternance ou qui sont en alternance, mais même les personnes qui sont en CDD. En fait, l'objectif final, c'est d'être embauché définitivement par l'entreprise. Même lorsque vous êtes en alternance et que l'entreprise vous dit de toute façon, on ne recrute pas à l'issue de l'alternance, parfois vous pouvez avoir de bonnes surprises parce que si l'entreprise détecte chez vous un talent, une compétence particulière, elle aura envie de vous garder. Elle sera peut-être capable de vous créer un poste. Donc, toujours garder en tête effectivement cette image, cette bonne image à donner pour pouvoir atteindre votre objectif. Encore une fois, évidemment, comme tu le disais Christelle, si l'entreprise correspond à nos attentes et que l'on a envie d'évoluer au sein de cette structure. Alors, justement, je reviens après aux questions, mais je veux faire voilà, une petite aparté par rapport à ce qu'on disait sur la partie du positionnement. Je voulais parler un petit peu d'une expérience personnelle. J'ai travaillé avant d'intégrer le groupe Icademy pendant 14 ans dans un grand groupe de travail temporaire et j'ai intégré cette entreprise, j'avais une vingtaine d'années.
en CDD. Et en fait, mon objectif a toujours été de me positionner par rapport aux personnes que je croisais. Et en fait, ce que j'ai toujours fait et ce qui a fonctionné, ce qui m'a permis d'évoluer d'un poste d'assistante d'agence à un poste de responsable d'agence et de cabinet de recrutement, ça a été de toujours bien identifier effectivement les personnes que je côtoyais. Et à chaque fois que j'avais un nouvel interlocuteur, en fait, ce que je faisais, c'est que je me présentais et j'identifiais déjà quel était cet interlocuteur, quel rôle il jouait dans l'entreprise et je lui expliquais ce que je faisais moi aussi dans l'entreprise. Ça permettait de créer des connexions. Alors ça fait un petit peu effectivement introduction sur la partie que tu voulais évoquer Christelle et qui est très importante, c'est donc réaliser une cartographie de l'entreprise et analyser vraiment l'environnement de l'entreprise. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, réaliser la cartographie de l'entreprise, donc identifier nos interlocuteurs? Alors la cartographie de l'entreprise, déjà qu'est-ce que c'est? C'est avoir le réflexe de, surtout si vous êtes sur LinkedIn par exemple, dès que vous croisez quelqu'un, que vous l'avez rencontré, vous avez travaillé avec lui, qu'il fasse partie d'un autre service, que ce soit dans un espace de détente, à la cantine ou autre, ou même à l'extérieur, tout de suite demandez-le en relation sur LinkedIn. Déjà pour que la relation se crée. Il y a une relation entre guillemets physique dans la vraie vie et puis il y a une relation sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que c'est que la cartographie? C'est essayer de savoir qui sont les personnes qui vous entourent, mais à différents points de vue, c'est-à-dire quelle est la personne qui est décisionnaire. Parfois, on pense que c'est un manager qui est décisionnaire alors que c'est son assistante ou son bras droit. Voilà, essayer de comprendre ce qui se joue. C'est un peu comme faire de l'analyse systémique, en fait. Voilà, essayer de comprendre comment se font les flux de personnes, comment fonctionne l'entreprise. Ce sont à chaque fois des petits écosystèmes et c'est très intéressant de les voir à l'œuvre. Souvent, c'est lié à des personnes, par exemple, qui sont là depuis très longtemps. On va trouver une assistante qui est là depuis 30 ans, qui connaît tout le monde, toute la culture de l'entreprise et qui aide le patron à prendre des décisions. Si on n'a pas cartographié ça, si on n'a pas vu quelle était l'importance de cette personne par rapport aux décisions, on ne saura pas soi-même bien se positionner. Cartographier l'entreprise, alors moi j'ai carrément des candidats qui le faisaient comme un jeu. Sur une table qui découpait des petites étiquettes, Linda, Lucie, Georges, Antoine, Frédéric, et qui mettaient les liens d'affection entre les personnes, les liens aussi de haine, parce qu'il y a aussi des gens qui se détestent dans l'entreprise. Les liens de haine, tu peux préciser, Christelle? Alors les liens de haine, ça pourrait être des personnes qui ne peuvent pas se supporter. D'accord. Qui ne peuvent pas se supporter et vous pouvez, sans le vouloir, commettre un impair. Alors que si vous savez que ce sont des gens qui ont du mal à travailler ensemble, que vous connaissez les raisons, que vous essayez de savoir quels sont leurs alliés, vous allez mieux pouvoir vous positionner. C'est comme une sorte de grand jeu. Et alors, ce qui peut nous aider, ce sont les organigrammes des entreprises aussi, qui sont souvent donnés, qui fait quoi, etc., qui rapporte à qui. Donc, il y a les organigrammes professionnels. Et puis après, il y a les organigrammes qui sont plus personnels, qui sont liés aux affinités des uns et des autres, à leur histoire, à leurs projets communs. Et si vous réussissez à déterminer ça, vous pouvez trouver votre place et vous dire, voilà, ma place n'est peut-être pas ici avec cette personne, mais elle pourrait être ici avec cette personne. Et c'est assez intéressant, notamment dans les entreprises qui ont plusieurs services. Parfois, vous faites un stage ou une alternance ou même vous démarrez un CDD dans un service qui ne vous convient pas, mais par contre, dans la même entreprise, il y a un autre département qui pourrait très bien vous convenir. Et si vous avez cartographié ça, c'est intéressant. Donc, soit vous faites des petits découpages et vous libérez une table, soit vous le faites avec vos connexions sur LinkedIn, en vous aidant aussi de l'organigramme de l'entreprise. C'est plutôt à faire le soir aussi, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que j'ai souvent entendu parler d'impairs commis par des personnes qui arrivent et qui ne savent pas qu'un tel connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, et on va aller dire quelque chose et ça va tout de suite être rapporté à la personne. Donc voilà, soyez prudents et cartographiez humainement votre environnement de travail.
Très bien, merci Christelle. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette notion de cartographie de l'entreprise, comment on fait pour se positionner par rapport aux différents interlocuteurs avec lesquels on est amené à collaborer ou même simplement à croiser. Alors, je reviens aux questions. On a Camille qui nous demandait sur la notion du maître d'apprentissage qui n'est pas forcément expert du domaine dans lequel nous faisons notre alternance. Est-ce que tu as un conseil à donner à Camille de comment se positionner par rapport à ça? Alors ça arrive souvent, c'est-à-dire qu'en effet, votre maître, c'est votre maître de stage ou d'apprentissage, il a moins de compétences que vous sur votre métier. Par contre, il faut que vous l'utilisiez pour qu'il favorise votre environnement de travail. C'est-à-dire que c'est votre maître de stage, il ne doit pas nécessairement vous apprendre un métier. Il est là pour vous aider à pratiquer votre métier au mieux, vous aider dans votre intégration et il doit à ce moment-là vous aider et vous présenter les bonnes personnes qui pourront vous donner l'information. Et on se trompe parfois, on se dit mais moi mon maître de stage il n'y connaît rien, qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Alors je pense que là, pardon si je peux me permettre Christelle, on parle vraiment là dans le contrat d'apprentissage, c'est vrai que le maître d'apprentissage a quand même un rôle, parce donc il doit avoir les compétences requises, donc là on est vraiment dans quelqu'un qui est censé apprendre le métier. Hélas dans la vraie vie, ouais. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, pourquoi? Parce que parfois les maîtres d'apprentissage sont choisis avec des compétences un peu anciennes et non pas, je vais prendre par exemple un responsable informatique qui va être choisi pour être le maître de stage d'un community manager. On l'a déjà vu. Sauf qu'un responsable informatique, même s'il connaît, ou un responsable réseau, ne connaît pas nécessairement le métier de community manager. Donc on est dans ces situations-là. Et vous ne pouvez pas mettre en difficulté votre maître de stage. C'est hyper difficile de monter à la direction des ressources humaines et de dire mon maître de stage est mauvais, j'en veux un autre. C'est juste impossible. Donc il faut réussir à l'amener. Une fois que vous avez évalué qu'il ne va pas pouvoir, d'un point de vue technique métier, vous aider, il faut que vous l'ameniez à vous mettre entre les mains de quelqu'un qui peut vous former. Et le maître de stage va être là pour le mémoire, va être là pour les mises en relation, pour fixer les missions, mais il ne sera pas là pour donner de la matière et de l'information. Et là, on le voit quand même souvent. D'accord Christelle, merci. J'espère que ça a aidé donc Camille dans son interrogation. Alors, il est 19h30, on doit aborder la troisième thématique sur l'intégration au télétravail. Je vais juste répondre aux deux dernières questions que nous avons. On a beaucoup de questions. On a beaucoup de questions, c'est super. Merci pour votre participation, c'est vraiment un plaisir. Donc Omar qui nous explique, qui nous demande comment réagir lorsqu'on nous affecte des missions qui ne correspondent pas totalement à notre poste. Ça rejoint un petit peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, tout dépend de qui vous affecte ces missions. C'est-à-dire que si c'est votre maître de stage, si c'est votre manager parce que vous êtes en poste, si c'est celui qui va avoir la décision de vous accepter ensuite à la fin de cette fameuse période d'essai, ça vaut peut-être la peine de lui rendre service. Si par contre on vous donne des missions, c'est quelqu'un d'autre, parce que ça arrive aussi très souvent, que ce soit avec un stagiaire ou avec un nouveau venu, où il y a quelqu'un d'autre d'un autre service ou même du même service qui vient et qui se décharge auprès de vous, c'est là où ça pose un problème et je pense que c'est là où il faut le faire remonter pour rétablir les missions. Mais je pense que quand un maître de stage nous demande ou un manager nous demande d'aller un peu au-delà de ce qui était prévu, ça vaut la peine parce que ça fait montre, vous savez, on a parlé beaucoup des soft skills, ça permet de montrer aussi qu'on est adaptable, qu'on n'est pas fermé. Je m'adresse aux seniors, puisqu'il y avait la question des seniors, surtout quand on est senior, si on commence à dire « Ah ben non, attendez, ça c'est pas dans le cadre de mes missions », ça ne donne pas une bonne impression. Et là, je me positionne côté employeur. On a envie d'intégrer des gens motivés. Et des gens souples, des gens adaptables. Et puis de toute façon, c'est la vie à l'ère d'aujourd'hui, à l'ère des robots, à l'ère de l'intelligence artificielle. On va tous devoir faire preuve de beaucoup d'adaptabilité.
et vous allez voir que vos missions fixées au départ vont changer parce qu'on est tous obligés de s'adapter, ne serait-ce qu'avec les périodes de confinement, reconfinement, télétravail et tout. Bon, on peut avoir des missions qui changent parce qu'elles ne peuvent plus être faites en télétravail. Tiens, il faudra qu'on reparle du télétravail à la fin. Tout à fait, c'est sûr que c'est un sujet d'actualité. On termine avec la question de Marion avant justement d'aborder comment réussir son intégration en télétravail. Marion nous demande, est-ce que c'est facile d'intégrer une start-up avec un état d'esprit innovant lorsqu'on a beaucoup d'expérience? Comment on se démarque, voilà, par rapport à cette notion de start-up? Alors on associe toujours les start-up aux jeunes, mais pas que, hein. Il y a aussi des personnes avec une certaine expérience qui créent leur entreprise et ce sont des start-up. Donc qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Christelle? Je dirais que pour avoir discuté avec de nombreux créateurs de start-up, ils sont très friands aussi de personnes qui ont de l'expérience, qui vont pouvoir justement avoir cette hauteur de vue et pouvoir leur donner des conseils parce que quand on est senior, on a vécu aussi des difficultés, des situations compliquées, etc. Et on a du coup pu acquérir des techniques pour réussir à pallier certains dysfonctionnements. Et quand on est dans une start-up, on est dans un esprit où on va très vite, on ne peut pas nécessairement se poser pour voir ce qui va se passer et avoir le regard de quelqu'un qui a déjà vécu des choses et notamment des difficultés, ça peut être très précieux parce que ce senior peut apporter des solutions. Mais attendez, c'est toute la difficulté, c'est de ne pas arriver tout de suite avec ses gros sabots et de dire non mais là vous faites mal, moi j'ai déjà fait ça il y a 10 ans, machin, nanana. Non, c'est pas ça, c'est attendre le bon moment pour suggérer qu'on a peut-être une idée et donner envie aux autres de dire qu'est-ce que tu nous suggères en fait, qu'est-ce que tu peux proposer. Et c'est toute voilà, encore une fois cette difficulté de posture et de retrait, savoir être en retrait, avoir de la hauteur de vue et savoir être là pour proposer. Mais ne pas tout dire tout de suite, dire un petit peu et donner envie de dérouler le fil derrière. Créer un peu de suspense donc. Philippe Anderson te passe le bonjour, Christelle. Coucou Philippe. Bonjour Philippe, merci d'être là. Alors on passe à la troisième partie de notre sujet du jour. Ô combien d'actualité. Alors comment réussit-on son intégration en télétravail, Christelle? Est-ce que tu peux donner à Claire qui nous posait cette question et à l'ensemble de nos auditeurs et téléspectateurs, voilà, quelques conseils à ce sujet? Alors, quelques conseils. Alors, le premier conseil, et je pense que Philippe, tu vas me rejoindre, ce serait de lire le livre de Patricia Wendling, que vous devez connaître pour ceux qui sont sur LinkedIn. Elle a écrit un livre qui s'appelle Télétravail, mode d'emploi, qui est très précieux parce que c'est un livre qui donne des recettes et des techniques à la fois pour les entreprises, pour mettre en place le télétravail, mais qui donne beaucoup, beaucoup de conseils aux jeunes, aux stagiaires, aux personnes qui sont en emploi, pour bien vivre le télétravail. Donc déjà, je vous conseille ce livre, il faudra qu'on mette le lien parce qu'il est extrêmement bien fait. Et Patricia, en plus, partage beaucoup de choses sur le réseau social LinkedIn, beaucoup d'informations, beaucoup de trucs et astuces, surtout pour les alternants. Donc n'hésitez pas à suivre son profil. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Et ensuite, ne vous dites pas zut, je n'ai pas de chance, je fais partie de cette génération sacrifiée ou je fais partie de ces travailleurs sacrifiés qui vont démarrer un job en télétravail. Vivez-le comme une autre expérience. Vivez-le en vous disant, de toute façon, on sera peut-être amené dans les années futures à télétravailler, à se reconfiner. Il y a un moment où il faudra protéger la planète, on travaillera de chez nous. Ça permet aussi un certain nombre d'avantages. Donc déjà se positionner de façon positive. Donc qu'est-ce qui est positif pour vous? Peut-être que vous aurez moins de transport, peut-être que vous allez faire des économies, peut-être que vous allez être moins stressé parce que quand on arrive quelque part et qu'on ne connaît pas les gens, c'est très très stressant de se repérer dans un lieu. Là, vous êtes chez vous. Donc finalement, si on réfléchit bien, vous faites votre intégration en étant chez vous, en étant finalement dans une situation confortable. Mais il faut que ceux en face ne voient pas que vous êtes chez vous. Et c'est là où on en revient à ce qu'on disait sur attention à la caméra, parce que évidemment, si vous êtes en télétravail, on va vous donner des missions et il va y avoir énormément de
réunions sous forme de webinaire. Alors ça va être Teams, ça va être Zoom pour certaines entreprises ou d'autres, hein, Google Meet, etc. Ou Livestorm. Ou Livestorm. Donc là, par contre, faites très très attention parce que vous êtes dans votre environnement. Je pense aux jeunes qui sont en alternance, qui ne sont pas nécessairement dans des grands logements, qui peuvent vivre dans des colocations. Donc choisissez-vous un petit coin déjà pour travailler, mais surtout dès qu'il y a une visioconférence, trouvez-vous un coin qui fasse professionnel, plutôt un mur blanc, qu'on ne voit pas votre environnement. Pour ceux qui ont des enfants, qu'il n'y ait pas un enfant qui vienne, moi je l'ai eu encore dernièrement, une maman et puis son fils vient, lui fait les oreilles de lapin, repart. On en a vu, hein. Il y en a eu plein. Hein. Donc il y a eu des vidéos TikTok là-dessus. Alors ça peut faire rire, ce n'est pas embêtant quand on est en poste, parce qu'en poste on s'adapte. C'est plus embêtant quand on est observé et qu'on est en période d'essai. Donc là, privilégiez vraiment même la qualité de votre matériel si vous pouvez. Regardez aussi les caméras. Faites attention, parfois la caméra nous prend d'en dessous. Le micro, vérifiez qu'on a un bon micro, qu'on a le bon équipement, que ça ne va pas couper. Si possible, avoir la fibre. Enfin voilà, il y a toute cette notion. La luminosité aussi. La luminosité, ne pas se mettre devant une fenêtre, parce que là, on devient une ombre, on devient un fantôme. Tout ce qui est pardonné à des collaborateurs qui sont déjà salariés, un petit peu moins à ceux qui doivent faire leurs preuves. Donc même si vous êtes chez vous et que c'est plus confortable, il va falloir faire ses preuves en télétravail. Et là, ne vous isolez pas non plus. C'est-à-dire qu'on vous donne des missions, souvent par mail. Ayez au moins un contact téléphonique par jour ou demandez-le avec votre manager pour faire un point. Ça peut même être un contact par semaine. Favorisez les contacts audio, enfin voilà, ça peut être le téléphone, ça peut être, mais faites des points. Parce que comme vous êtes seul, ce qui se passe quand on démarre quelque part, on peut toujours demander à un collègue « qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça ?» Et quand on est tout seul, on ne peut pas. Donc essayez vraiment de faire des points avec votre manager, votre collègue, ceux qui travaillent avec vous, parfois en mode projet, pour être bien sûr que vous allez dans la bonne direction. Là, il faut peut-être un peu plus border. Border, c'est-à-dire faire beaucoup plus de mails, passer peut-être plus d'appels. Et là aussi, ce qui est très utile en télétravail, c'est pour le coup LinkedIn. Parce que si vous avez réussi un peu en amont à créer des contacts, des relations et tout, vous pouvez aussi communiquer en message privé par LinkedIn. Et moi, j'ai eu des exemples de personnes qui ont démarré en télétravail. Et figurez-vous que ça s'est super bien passé parce qu'elles avaient déjà pris des contacts avec des futurs collègues de travail qu'elles étaient censées voir, hein, rencontrer, puis avec le confinement, ça ne s'est pas fait. Et elles communiquaient en message privé sur LinkedIn avec le vocal. Et l'intégration s'est faite facilement comme ça. Donc voilà, plus vous allez multiplier la possibilité d'être en contact, plus ça va être facile. Mais attention aussi, là, tout ce qu'on a dit avant, il faut aussi y faire hyper attention. Hein, les horaires, ne pas se réveiller et brancher sa caméra si on a une visioconférence. Enfin, vraiment se mettre en posture de travail. De poste, oui, tout à fait. Et c'est pas facile hein, pour se motiver. C'est vrai. Alors justement, ce que tu évoquais aussi, comme je le disais tout à l'heure, que l'on soit donc à l'intérieur de l'entreprise, en présentiel, hein, donc faire du feedback, c'est important. Et bien là aussi, en télétravail, ne pas hésiter à faire du feedback sur ce que l'on a réalisé, même si notre manager ne nous le demande pas. Ça vous permet de donner la visibilité du travail qui a été effectué. Lui, il pourra du coup vous faire un retour parce qu'il se sentira quand même obligé de vous faire un retour sur le travail que vous avez fourni. Donc, ça peut vous permettre de vous sentir aussi valorisé, moins isolé et puis surtout de rendre visible hein, effectivement sur le travail que vous réalisez. Donc, et puis, je dirais que ça vous servira toute votre vie. C'est-à-dire que dans votre vie professionnelle, vous serez amené à organiser des réunions à distance, vous serez amené à passer des entretiens à distance et finalement, vous vous formez à une autre manière de travailler mais qui vous servira vraiment, je pense, plus tard. Donc, ce n'est pas perdu. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui me disent « mais moi, j'ai l'impression de ne pas faire mon stage parce que je suis en téléstage d'une certaine manière ». Et non, au contraire. On apprend aussi beaucoup de choses sur soi, sur les autres, sur notre capacité. Et là, on en parlait, ces fameuses soft skills, la capacité à s'adapter. Voilà, la capacité à s'adapter, la capacité à s'adapter aux nouvelles technologies, la capacité à s'intégrer à distance. Tout ça, si on réussit à le faire, c'est assez remarquable. Très bien, Christelle. Merci pour toutes ces précisions. Alors, avons-nous encore des questions ?
je crois que nous n'avons plus de questions. Donc, en tous les cas, merci beaucoup pour votre participation active et nous espérons voilà, grandement avoir répondu à toutes vos interrogations. Si on doit donc un petit peu résumer comment réussir sa période d'intégration, Christelle, est-ce que tu peux voilà, en synthèse, en quelques mots, voilà, nous rappeler vraiment les conseils phares à appliquer? Alors, exercice difficile. Donc, je dirais qu'il y a un avant et un pendant. Donc, l'avant, ça va être faites attention à ce que le oui soit un vrai oui et pas dire non aux autres, première chose. La deuxième chose, renseignez-vous bien sur l'entreprise, sur les personnes, utilisez les réseaux sociaux pour ça. La troisième chose, formez-vous avant d'intégrer, formez-vous là où vous savez que vous avez vos failles et n'hésitez pas à vous former, même si vous pouvez partir en vacances parce que yes, vous avez trouvé un job ou un stage, mais formez-vous quand même. Et dans cette première partie, mentalisez-vous pour être incompétent. Acceptez d'être incompétent, quel que soit votre âge et quel que soit votre parcours. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous avez mis votre premier pas dans l'entreprise. Faites attention à la première impression que l'on donne. C'est comme dans un entretien, on dit toujours que la première impression est la bonne. Dans 80% des cas, surtout si elle est mauvaise. Donc ne donnez pas une mauvaise première impression de vous. Ça va passer par votre tenue, par votre positionnement, par votre posture. Pensez à moi, il y a un petit carnet, notez des questions. Pensez aussi à ne pas répéter les mêmes questions ou alors à les poser à d'autres gens. Mais voilà, donnez l'impression que vous avez posé une question, que vous avez compris la réponse. Soyez beaucoup dans l'observation parce que vous allez aussi amener un regard extérieur qui est très précieux pour l'entreprise parce que sachez que quand on dysfonctionne, on ne le voit pas. Quand on est tous en train de dysfonctionner, on ne le voit pas. Vous arrivez de l'extérieur, même si vous êtes très jeune, en stage, etc., vous pouvez apporter des solutions à un dysfonctionnement. Donc voilà, il y a cette posture. Après, il y a aussi la notion de bien cartographier l'entreprise, d'en profiter pour faire du réseau. Même si vous savez que vous n'irez pas, l'entreprise ne vous plaît pas, ou le service ne vous plaît pas, ou les valeurs ne vous plaisent pas, dites-vous que vous êtes en train de faire du réseau. Donc cartographiez bien déjà toute l'entreprise et rentrez en contact avec les gens, faites du réseau. Et il y a une notion aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure, Karine, c'est même si ça ne vous plaît pas, allez quand même jusqu'au bout. Par exemple, là, c'est si vous êtes en recherche d'emploi. Vous êtes en période d'essai et vous vous dites que l'entreprise, bof, le manager, c'est pas ça, etc. Pensez toujours à ce que vous avez à côté quand même. Hein. Et dites-vous que ça vaut la peine de continuer parce que vous vous réveillez le matin, parce que vous avez de la valeur et que vis-à-vis des recruteurs et dans les yeux des recruteurs, vous avez plus de valeur en poste que sans emploi. Et c'est un peu pareil pour les stages et pour les alternances, c'est que allez au bout de cette alternance et dites-vous que c'est encore une fois une manière de vous positionner, de faire du réseau. Donc il y a vraiment cette notion de je fais du réseau, j'essaye de comprendre qui est qui, je retiens les prénoms. Par exemple, faites des révisions de prénoms. Moi, j'ai du mal avec les prénoms. Je me trouve des moyens mémotechniques pour me souvenir des prénoms. Ça a un sens de se souvenir des prénoms. Les appétences des gens, voilà. Essayez de bien comprendre ce qui se passe. N'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas tout ce qui est négatif, ne rentrez dans aucune bagarre, ne rentrez dans aucun combat et dites-vous quel est mon combat à moi. Et là, il faut être un peu égoïste. Votre combat n'est pas celui des gens qui sont déjà installés et qui sont en situation de confort. Et je dirais pour terminer, accepter d'être en télétravail, c'est une chance parce que ça peut vous permettre de télétravailler loin de chez vous. C'est une chance parce que vous aurez moins peur puisque vous êtes en confort chez vous. C'est une chance parce que vous allez aussi apprendre de nouvelles choses. Par contre, mettez bien toutes les chances de votre côté pour que ça ne vous porte pas préjudice et que vous donniez une jolie image professionnelle. Voilà, et donc voilà, c'est un petit peu tous les conseils et surtout, essayez de bien savoir quel est votre objectif. Voilà. Est-ce qu'après mon alternance, ça m'intéresse d'avoir un job dans cette boîte? Oui, non, et vous allez agir en fonction de ça. Est-ce que ça m'intéresse d'aller au bout de cette période d'essai? Oui, non, mais qu'est-ce que j'ai voilà. Est-ce que suite à ce stage, j'ai envie de me faire employer dans l'entreprise? Oui, non. Et à partir de là, vous allez déterminer votre stratégie. Tout à fait. J'ai fait un bon résumé? Écoute, c'est parfait Christelle, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est même passé trop vite, on arrive à la fin de ce live. Donc encore un grand merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle bien évidemment que tous ces lives sont accessibles en replay. Nous vous mettrons évidemment les liens pour nous suivre. Ils sont ouverts à tous et c'est vraiment un plaisir pour le groupe Icademy de donner accès à toutes ces techniques qui peuvent vous aider et surtout
Restons positifs, même si la période est un petit peu plus compliquée en ce moment. Nous le savons tous, mais voilà, gardez le sourire, gardez espoir. Il y a plein de bonnes choses qui sont encore possibles, et notamment dans vos futurs emplois, nous vous le souhaitons. Merci encore voilà, de votre fidélité. On se retrouvera bien entendu le mois prochain pour un live sans Christelle. J'en suis navrée, mais on la retrouvera au mois de décembre, je vous rassure. Et vous pouvez bien sûr suivre Christelle sur LinkedIn. Hein, je compte sur vous pour suivre notamment la chaîne sur YouTube, donc Sophie recherche un job. Hein. C'est le grand jeu de la recherche d'un job. Le grand jeu de la recherche d'un job, excusez-moi. Mais c'est Sophie recherche un job aussi. Mais voilà, la série Sophie cherche un job. Très bien. Et voilà, évidemment, Christelle, tout le monde te remercie pour ta bienveillance, ta bonne humeur. Et merci encore à tous. Merci à la technique, merci au groupe Ucademy. Et à très bientôt pour un prochain live. Merci à tous. À très bientôt sur les réseaux sociaux. Restez confiants et dites-vous que du chaos, comme l'a dit Karine, naissent aussi de très belles choses. Et ça fait ressortir des choses en nous qui sont liées au combat. Et voilà, les difficultés nous font aussi progresser et avancer. Et puis je dirais, oser. Oser pour n'avoir jamais aucun regret. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Retrouvez-nous chaque dernier mardi du mois en direct de 18h30 à 20h pour échanger et dialoguer avec des professionnels du secteur de l'emploi et de la formation. Nous répondrons à vos questions et vos réactions en direct. Vous étiez bien sur les Mardis Live. Vous avez aimé cette émission ? Retrouvez tous les replays sur notre site internet, rubrique médiathèque.